Souleymane Niang. Affaire des 4 personnes arrêtées suite à une plainte de Dakaractu pour injure. Le site d'information retire sa plainte. Désistement au lendemain d'une lettre d'excuse du mentor des jeunes poursuivis. Résiliation du contrat de la société chinoise CHEC pour le dragage de la brèche de Saint-Louis. Les acteurs de la pêche déplorent la situation et dénoncent les conditions d'attribution du marché. Succession de feu Mourchid Yann Thiam à la tête de la commission nationale de concertation sur le croissant lunaire. La guerre fait rage à quelques jours du début du Ramadan. À suivre dans cette édition, le portrait d'un jeune entrepreneur dont l'activité a fait l'objet de moqueries sur les réseaux sociaux, mais qui emploie 24 personnes. Nous irons à la rencontre de Bara Diop, le directeur de Sénégal Environnement à Diourbel. Et puis à la fin de cette édition, point de vue, notre rendez-vous avec 2 spécialistes sur un sujet d'actualité. Aujourd'hui, nous discutons de la construction de nouveaux hôpitaux dans plusieurs régions. Quel impact aura-t-il sur la qualité des services de santé? À la mise en onde de ce journal, Alioune Ba. Souleymane Niang. C'est un dénouement heureux. Dakaractu répond favorablement à la lettre d'excuse qui leur a été envoyée par Marcel Diagne, le patron de Semer Holding. Semer Holding, pour rappel, près de 5 personnes ont été interpellées suite à une plainte du site d'information pour injures et menaces. Cela faisait suite à un article de Dakaractu publié le 15 mars dernier intitulé Almadi. Le tribunal ordonne l'expulsion de Semer Holding, la société de Marcel Diagne. Le sort des personnes interpellées reste entre les mains du procureur dès lors que Dakaractu s'est désisté suite à la lettre d'excuse de Marcel Diagne. Écoutons Mamadou Gueye-Mbow, avocat de Dakaractu, joint par Barthélémy Ngom. Oui, je confirme qu'à la suite de la plainte qui avait été déposée par la société Dakaractu et dont l'instruction a abouti à l'interpellation de certaines personnes, nous avons reçu une lettre de présentation d'excuses de la part de M. Marcel Diagne pour le compte des personnes interpellées. Nous avons également reçu l'intervention de plusieurs médiateurs de bonne volonté, de personnalités, de dignitaires qui nous ont vraiment conviés à aller dans le sens de l'apaisement et tirant les conséquences de toutes ces démarches entreprises et des excuses que nous avons reçues tant de la société Semer Holding que des personnes interpellées par le canal de leur avocat conseil. La société Dakaractu a fini par accepter de renoncer à ses poursuites et de se défendre relativement en tout cas au préjudice qu'elle a subi lié à ces faits d'injure. C'est donc un dénouement heureux, mais au total combien de personnes ont été interpellées? Je ne saurais vous dire, puisque nous sommes du côté de la partie civile. Notre plainte initiale visait plus d'une dizaine de personnes. Il me semble que l'enquête qui avait été ouverte a permis d'interpeller, sauf erreur ou omission de ma part, 4 à 5 personnes. Et maintenant, avec ce désistement, quel est le sort qui leur est réservé? Je ne saurais le confirmer. En tout cas, la société Dakaractu a eu à déposer plainte parce qu'estimant avoir subi un préjudice. Maintenant, c'est le procureur de la République, le maître des poursuites, qui a décidé de déclencher les poursuites puisqu'il y a une infraction à la loi pénale qui est encourue. Ça, c'est ce qui relève de l'action publique et la prérogative ou l'opportunité de donner suite à ces poursuites-là appartient à M. le procureur de la République. Justice toujours, session de la chambre criminelle de Louga. 3 affaires sont inscrites au rôle aujourd'hui. Il s'agit de 2 affaires de cambriolage et d'une affaire de pédophilie et de détournement de mineurs. Le compte-rendu d'audience, ce sera dans nos prochaines éditions avec notre correspondant à Louga, Abraham Paul Pouya. RFM, la radio de toute l'actualité. 5 jours après sa sortie de prison, le coordonnateur de PASTEF du département de Dakar, Abass Fall, se dit plus que jamais déterminé à poursuivre son combat politique. Il rejette par ailleurs les accusations de diffusion de contenu contraire aux bonnes mœurs et menaces qui lui ont valu la prison. Abass Fall était l'invité d'RFM Matin. J'ai vécu ça avec beaucoup de courage, mais aussi avec beaucoup de tristesse de voir notre pays descendre aussi bas. Un pays qui était une référence en matière de démocratie. Un pays qui était adulé dans la sous-région est devenu subitement une honte
pour la sous-région en termes de démocratie. Nous avons été surpris de voir que l'État du Sénégal, surtout le régime de Macky Sall, au lieu de s'occuper des préoccupations des populations, traque des opposants politiques et les met en prison. Mais heureusement pour nous, nous avons vécu ça avec beaucoup de dignité et nous allons continuer le combat dans lequel nous nous sommes engagés pour libérer le Sénégal. Concernant les faits qui vous ont conduit en prison, on a parlé de menaces de troubles à l'ordre public, mais aussi de diffusion de contenu contre aux bonnes mœurs, à savoir que vous aviez envoyé des messages à certaines autorités de la République. Qu'en est-il réellement? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne vais pas peut-être aller dans les détails de l'enquête parce que ce dossier-là est toujours en justice. Mais en tout cas, moi, personnellement, jusqu'au moment où je vous parle, on ne m'a pas montré une vidéo ou des images compromettantes que je suis supposé avoir, voilà, ou un SMS que je suis supposé avoir envoyé. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'enquête est en cours et bientôt les Sénégalais seront édifiés de tout cela. Mais il n'y a absolument rien, en tout cas moi en ce qui me concerne, que l'on puisse mettre sur mon dos en termes de responsabilité concernant ce qui s'est réellement passé. Frappe France dégage en solidarité avec les travailleurs licenciés de VFS Global. Ce matin, Guy Marius Sagna a demandé à la société d'ouvrir des négociations, faute de quoi Frappe France Dégage va dérouler un plan d'action qui sera dévoilé prochainement. D'ores et déjà, on sait que l'organisation va saisir les organisations internationales et nationales de défense des droits des travailleurs. Développement du sentiment anti-français depuis les manifestations de début mars, le maire de Diembéring appelle à un changement de paradigme. Il faut, dit-il, repenser les rapports entre le Sénégal et la France pour préserver la bonne collaboration qui a toujours existé entre les deux pays. Tombong-Gueye, dont la commune tire l'essentiel de ses revenus de la coopération avec la France, a tenu ses propos lors d'une cérémonie de réception d'une infrastructure scolaire financée par des privés et gracieusement offerte aux populations. Lamine Ba. Les derniers incidents enregistrés dans notre pays ont fini de convaincre le maire de Diembéring qu'il y a un sentiment anti-français qui émerge dans notre pays. Aux yeux de l'élu, il y a urgence de repenser nos rapports avec la France par un changement de paradigme tout en préservant les relations de bonne collaboration entre les deux peuples. Nous avons connu une crise qui a pu véritablement secouer ces relations historiques. Aujourd'hui, je suis tout à fait d'accord qu'il faut certainement les repenser à travers une déconstruction de beaucoup de perceptions. Il faut essayer de voir comment est-ce que, dans ce contexte de changement de paradigme, nous, Sénégalais, on va se positionner pour essayer de voir comment est-ce que ce partenariat-là, les axes pourront donc changer en réservant plus donc d'intérêt aux deux parties. Le maire de Diembéring dit être en droit de s'inquiéter parce que sa commune tire l'essentiel de ses recettes de la France à travers les investissements consacrés dans le secteur du tourisme. Notre économie, par exemple, de la commune de Diembéring, elle est plus ou moins détenue et dépendante des intérêts français. Le Club Med, à lui seul, qui est à l'origine de notre tourisme ici, est détenu, en tout cas de par l'historique, par donc des capitaux français. Elle a tenu ses propos lors d'une cérémonie de réception d'une infrastructure préscolaire financée par un privé français. L'objectif est d'élargir la carte scolaire afin de donner plus de chances aux enfants qui n'ont pas les moyens d'être reçus dans des écoles similaires faute de moyens. Hervé Mirou, promoteur du projet. La moindre des choses, c'est essayer de faire partager la chance que j'ai pu avoir et de la faire partager à ceux qui n'ont pas pu l'avoir. Les enfants pourront être sûrs dans la région d'ici de pouvoir avoir l'instruction que j'ai pu avoir. La mairie s'est engagée à faire les démarches administratives nécessaires pour intégrer l'établissement dans le circuit public pour assurer une meilleure gestion. Lamine Baz, Guinchor, Radio Futur Média. À 12h09, le gouvernement et ses rendez-vous manqués dans l'exécution des projets. Le dernier en date est l'usine KMS 3 dont la mise en service était annoncée pour le 31 mars, c'est-à-dire demain. Finalement, ce sera en mai prochain, d'après le ministre de l'Eau et de l'Assainissement. Le TER en est aussi un exemple, mais les responsables de ce projet révèlent que l'échéance fixée pour cette année 2021 sera quand même respectée. Binta Diallo. Fin 2021 est retenu pour l'exploitation du TER. Le directeur général de SENTER, Abdounéné Sall, confirme. Il précise que la société sérifère chargée de la certification sécuritaire est celle qui doit autoriser le coup d'envoi. La société Patrimoine a lancé
depuis septembre 2019 le processus de certification avec un cabinet international certifié qui va conduire à l'autorisation à la mise en exploitation commerciale de la première phase du train express régional Dakar-Diamniadio. La certification est une procédure indispensable et préalable à l'exploitation en toute sécurité du TER. Donc, je pense que dans quelques mois, avant la fin de l'année 2021, c'est prêt à dire, nous aurons le bonheur de débuter le voyage entre Dakar et Diamniadio en toute sécurité, parce que la certification est en cours avec un cabinet international certifié. Plusieurs dates de mise en démarrage du train express régional avaient été avancées par les autorités. Le directeur général de SENTER est convaincu que cette fois-ci sera la bonne. Abdoulaye Nessal de déclarer que toutes les infrastructures sont prêtes, sauf la passerelle de Thiaroye. Sur les 10 entreprises contractantes, seules les 6 entreprises sénégalaises avaient accusé du retard dans la livraison à cause de la fermeture du marché mondial dû au Covid. Le TER va rouler sur 108 km, va emprunter 13 gares et coûte aux contribuables sénégalais 730 milliards de francs CFA. Et puis l'affaire de la résiliation du contrat de l'entreprise chinoise chargée du dragage et du balisage de la brèche de Saint-Louis continue de susciter des réactions. Les acteurs de la pêche déplorent cette situation, mais ils s'insurgent contre les conditions d'attribution du marché à cette société. Koumba Sandiane Faye. Entre suspicions et interrogations, ça se discute toujours du renoncement au marché de 7 milliards de francs CFA par les Chinois pour le dragage et le balisage de la brèche sur la langue de Barbarie. Pourtant, l'espoir était grand pour la fin des dégâts collatéraux. Près de 500 pertes en vie humaine. Moustapha Dian regrette et semble ne pas être surpris de la tournure de l'épisode avec les Chinois. Au vu des maigres moyens de ces derniers, il est le secrétaire général du syndicat national autonome des pêcheurs du Sénégal. Parce qu'il faut le regretter, le matériel déployé par les Chinois n'était pas conforme à leur engagement et ne pouvait pas faire le travail. Nous avons tous vu ce qui s'est fait à Sali. Ils ont amené des pompes suceuses qui ont facilement fait le travail. Et nous nous attendions à cela. Parce que vous le savez, une embouchure qui a déjà causé la mort de plus de 500 pêcheurs, c'est un véritable mouroir. Cela demande des moyens conséquents, cela demande un travail efficace. Selon Baye Diallo, lui, il dirige un autre syndicat, celui des acteurs de la pêche de Saint-Louis affiliés à la synthèse. Les dégâts sont sous-estimés. Les chiffres vont même au-delà de ce qui est avancé. Et c'est comme si l'État n'a pas évalué à sa juste valeur les risques réels au niveau de ce canal. Bon, les portées non disparues sont plus nombreux même que ceux qui sont morts et identifiés dans l'embouchure. Nous avons beaucoup de déceptions avec cet état-là. Même les dracs que nous avions amenés ici, c'était des dracs qui datent depuis bien avant la Première Guerre mondiale. Vous croyez que ça c'est sérieux? Il n'y a pas de sérieux. Et pour Moustapha Dian, outre l'erreur sur le choix de l'entreprise chinoise incapable de mener l'opération, même le moment a été mal choisi. Que le moment n'était pas bien choisi pour faire des travaux. Nous pensons que cette fois-ci, l'entreprise adjudicataire qui va venir reprendre les travaux va le faire au bon moment. Comme le disent tous les pêcheurs, c'est entre le mois de juin et le mois de septembre. A rappelé que ce marché de 7 milliards avait été attribué à l'entreprise sur appel d'offres. Les travaux lancés le 12 novembre dernier. Aujourd'hui, le contrat résilié suite au renoncement des Chinois qui trouvent insuffisante l'enveloppe. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. RFM Midi. 2 mois après le décès de Mourchid Iyane Thiam, la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire, toujours sans président, plusieurs personnalités se disputent la tête de l'instance en charge de la détermination des dates des fêtes musulmanes. Alors, avec le mois de jeûne qui approche, à quel saint les Sénégalais devraient-ils se vouer? L'institution ne risque-t-elle pas de perdre davantage en crédibilité? Mohamed Ali Mouba a posé ces quelques questions à des imams. Selon Imam Mohamedou Makhtar Kanté, la bataille autour de la succession de Mourchid Iyane Thiam à la tête de la commission de concertation sur le croissant lunaire ne sera pas sans conséquence sur le démarrage du jeûne. C'est vraiment regrettable et triste pour la communauté musulmane. Et moi, c'est des choses comme ça que j'ai redoutées. C'est pourquoi j'ai toujours contesté
la commission dans sa façon de fonctionner. Donc il y a des textes et tout qui ne sont pas respectés, il n'y avait pas une méthode claire, il n'y avait pas le fait de tenir compte du calcul astronomique qui pouvait nous aider sur l'observation, etc. Donc, et maintenant les questions d'argent, des millions, je sais pas, personne ne sait exactement qui a reçu ça, comment on l'a géré. C'est assez catastrophique ça pour l'image de la communauté musulmane et pour une chose aussi importante que le calendrier lunaire et le ramadan en particulier. 3 à 4 religieux réclament la présidence de la commission. Imam Damyaye demande à l'État de jouer son rôle de régulateur. Imam Damyaye est le président de la Ligue des imams et prédicateurs musulmans du Sénégal. L'État doit intervenir pour siffler la fin de la récréation. Au Sénégal, il y a un véritable manque d'autorité. Je veux parler d'autorité qui parle au nom de l'islam, au nom de tous. Je pense qu'il faudra que l'État prenne ses responsabilités. Imam Kanté lui penche plutôt pour un comité provisoire pour parer au plus pressé. Je ne vois pas un autre niveau institutionnel qui peut le régler. Ni le gouvernement ne peut le régler, ni les trois groupes là, je sais pas, qui se disputent la légitimité. Donc moi je pense que c'est aux khalifes généraux de proposer des personnes pour dire voilà les personnes qui vont constituer un comité provisoire, disons, ne serait-ce que d'ici le ramadan. Après le ramadan, Imam Kanté préconise la mise en place d'une commission nationale inclusive avec une méthode de travail beaucoup plus scientifique. Parlons maintenant éducation. Après la question des lenteurs administratives, les syndicats d'enseignants posent sur la table le problème des prêts DMC et des attributions de parcelles à usage d'habitation. Le SIDELS déplore la non-application du protocole d'accord de 2014. Écoutons Pape Mamadou Kane, le secrétaire général du SIDELS au téléphone avec El Hadj Ndiougoudiène. Au niveau du ministère du budget, au niveau du ministère de l'urbanisme et de l'habitat, au niveau du ministère de l'éducation nationale et aussi au ministère de la formation professionnelle, l'enseignement supérieur, ils doivent faire comme le ministre, comme l'a fait Mme le ministre Mariama Sarr. Essayer tant soit peu vraiment de jouer leur partition sur l'élaboration de la problématique de l'accord du 17 février 2014. C'est important. Aujourd'hui, les prêts DMC ne sont pas payés depuis 10 ans. Aujourd'hui, les enseignants courent derrière les actes, les zones d'aménagement concertées au niveau de Dakar, de Ziguinchor et dans les régions, et j'en passe, parce que le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat nous avait donné des titres et des attestations individuelles, malgré ces attestations qui ne sont pas aujourd'hui de rigueur, parce que les sites ont été des sites litigieux. Et aujourd'hui, nous réclamons à M. le ministre de l'Habitat vraiment de faire comme son collègue ministre de la fonction publique. Au même titre aussi le ministre de l'Éducation nationale, de prendre aussi des initiatives pour former l'ensemble des enseignants au niveau de la FACEF, présentielle comme aussi la formation à distance. C'est ça aujourd'hui qu'on doit régler le plus rapidement possible pour qu'il y ait une stabilité au niveau du système éducatif. Allons à présent à la rencontre d'un entrepreneur dont l'activité lui a valu les colibés de certains internautes. Il s'agit de Bara Diop, directeur de Sénégal Environnement, chargé du ramassage des ordures à Diourbel avec des charrettes tirées par des ânes. Portrait dressé par notre correspondant à Diourbel, Babacar Diouf. La cinquantaine révolue, le polygame du quartier Medinatoul de Diourbel a hypothéqué son salaire de stagiaire pour résoudre les problèmes de salubrité dans la commune de Diourbel. Nous sommes partis d'un constat de l'insalubrité à Diourbel. Mes amis et moi ont décidé de mettre 2 charrettes dans chacun des 3 quartiers de Diourbel. Ils m'ont demandé de trouver des fonds, c'est ainsi que j'ai fait un prêt à la banque. Un projet qui a accroché plusieurs jeunes qui sont retournés à Diourbel pour participer à cet effort de développement local. Beaucoup de jeunes sont retournés à Diourbel pour participer à ce projet. Ils étaient des marchands. Hélas, ces bruits de bas caniveau qui ont cours ces derniers jours à travers le pays risquent de saper ce projet vital pour les habitants de la commune de Diourbel. Cette polémique autour du projet n'a fait que nous créer des difficultés parce qu'à l'heure où je vous parle, beaucoup de personnes pensent que j'ai reçu beaucoup de millions alors qu'il n'en est rien. L'artiste comédien dans ses heures perdues ne semble pas ébranlé, sa famille non plus. Mes 3 épouses
n'ont pas été affectés par cette polémique et ont même décidé de travailler à mes côtés pour me rendre davantage plus fort. Néanmoins, Bara craint beaucoup pour ce projet puisque l'adhésion des populations commence à faire défaut. Actuellement, à cause de ce vacarme, je n'arrive même pas à inscrire 25 maisons. Diourbel, RFM, Babacar Diouf. Un mot sur le Covid-19 au Sénégal. 5 nouveaux décès enregistrés hier lundi, ce qui porte le nombre de morts à 1049 depuis le début de l'épidémie au Sénégal. Mais le nombre de nouvelles contaminations continue de baisser. Dans le bilan du jour, seuls 52 tests sont revenus positifs sur 1073 effectués. 19 cas contacts suivis et 33 cas issus de la transmission communautaire. 30 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation. 188 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris. Il ne reste plus que 340 personnes sous traitement. Santé toujours, Fatick, l'association des personnes vivant avec le VIH déplore l'absence de financement pour leur prise en charge médicale. Depuis quelques années, beaucoup de bailleurs se sont retirés. Aminata Goudjabi. Environ 800 personnes vivant avec le VIH sont actuellement suivies dans les structures sanitaires de la région de Fatick. Sauf que la prise en charge correcte de ces malades pose problème depuis quelques années. Il n'y a presque plus de financement dans ce sens. Ibrahim Abba est le président de Bokk Yakaar, l'association qui regroupe les PV-VIH de la région de Fatick. Le Fonds mondial qui intervenait à travers ACI et l'ANCS dans la prise en charge des PV-VIH ne finance plus tout ce qui est lié à l'achat d'ordonnances, tout ce qui est lié au paiement des bilans, alors que ces personnes-là sont des personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens, donc il faut qu'on les appuie pour qu'elles puissent faire leur bilan, pour qu'elles puissent acheter leurs ordonnances. Cela pose un réel problème dans la région et je dirais même dans tout le pays. Il n'y a aucun bailleur national qui finance cette prise en charge médicale. Et c'est avec les moyens du bord que l'association prend en charge ses membres, ce qui n'est pas toujours facile, d'où cette invite au secteur privé sénégalais. Le manque d'implication du secteur privé aussi dans toutes nos actions. On essaie tant bien que mal d'organiser des activités de mobilisation de ressources au niveau local avec des galas de lutte ou autres activités innovantes, mais on voit que le secteur privé tarde à mettre sa main dans l'accompagnement des personnes vivant avec le VIH. Parmi les activités phares de cette association, la recherche de personnes vivant avec le VIH portées disparues. Plusieurs dizaines d'entre elles ont été retrouvées. On en a trouvé 160 durant les 3 dernières années qu'on a recherché. On a organisé aussi plus de 56 visites à domicile pour essayer de renforcer également à domicile ces personnes-là pour qu'ils soient beaucoup plus observants. L'autre défi à relever est l'acquisition d'un local pour les membres de Bokk Yakaar. Un site est déjà à leur disposition. CPV-VIH sollicite l'appui des autorités pour la construction. Aminatou Gouyabi, Fatick, RFM. L'actualité internationale. L'actualité internationale avec vous, Anna Rocha. Bonjour. Bonjour Souleymane, bonjour à tous. La Côte d'Ivoire d'abord, où l'Assemblée nationale doit élire ce mardi son nouveau président. Les députés élus à l'issue du scrutin du 6 mars dernier vont à leur tour choisir par vote leur président au cours d'une séance inaugurale prévue ce mardi matin. Nous y reviendrons avec notre correspondante Gobia Yabi. En attendant, retenez qu'Abdourahmane Cissé a lui été nommé secrétaire général de la présidence, un poste qu'il occupait depuis 2017. Il était ministre du pétrole dans le gouvernement sortant. Abidjan, la correspondance de Gobia Yabi. Sa nomination par décret a été annoncée lundi 29 mars en début d'après-midi. Abdourahmane Cissé, qui occupait le poste de ministre du pétrole dans le gouvernement sortant, devient donc le nouveau secrétaire général de la présidence ivoirienne. À 39 ans, cet ingénieur de formation reprend donc le flambeau laissé par Patrick Achi, nommé Premier ministre le vendredi 26 mars. Son Excellence, M. Alassane Ouattara, a procédé ce lundi 29 mars 2021 à la signature d'un décret portant nomination de M. Abdourahmane Cissé en qualité de ministre, secrétaire général de la présidence de la République, en remplacement de M. Patrick Jérôme Achi. En choisissant Abdourahmane Cissé comme secrétaire général de la présidence, en tandem avec Patrick Achi à la primature, Alassane Ouattara fait le choix d'un duo de technocrates pour occuper 2 postes stratégiques au sommet de l'exécutif.
Ici Abidjan Goubia Yabi, RFM. Mauritanie, le parlementaire Biram Da Abeid se mobilise contre l'apatridie. Des milliers de personnes sont toujours sans état civil en Mauritanie. Le président du mouvement abolitionniste IRA Mauritanie appelle les autorités à mettre fin à cette situation qui perdure. Il s'est rendu dans un centre d'enrôlement de Nouakchott pour apporter son soutien aux sans-papiers. Salimata Ao. Biram Da Abeid a appelé ce lundi les autorités à mettre fin à l'apatridie de ces Mauritaniens dans leur propre pays. Selon le correspondant de RFI, le centre d'enrôlement de terre-à-tête situé au nord de Nouakchott était trop exigu pour accueillir les centaines de Mauritaniens venus se faire recenser. Car sans document d'état civil, ils sont privés de voyage et d'emploi et leurs enfants ne peuvent pas être scolarisés. Selon Biram Da Abeid, beaucoup de malades qui viennent dans les hôpitaux de Mauritanie ne peuvent pas bénéficier des soins nationaux gratuits parce qu'ils n'ont pas de pièces d'état civil et beaucoup de citoyens mauritaniens ne peuvent pas aussi voyager pour gagner leur vie et tenter leur chance par manque de pièces d'état civil. Au sein de l'Agence nationale des populations et des titres sécurisés, on affirme que le recensement est inclusif pour tout Mauritanien qui se présente avec les siens. Selon le responsable, 145 000 adultes mauritaniens ont été recensés entre 2019 et 2020. Un quart de la population mauritanienne est toujours sans état civil, une situation qui perdure et que déplore le parlementaire et militant des droits de l'homme, président du mouvement abolitionniste IRA Mauritanie, Biram Da Abeid. Au Tchad, à moins de 2 semaines de la présidentielle, l'opposition espère toujours convaincre le président Déby de ne pas briguer un 6e mandat. Elle propose un plan de sortie de crise, même s'il y a très peu de chances qu'Idriss Déby Itno se plie aux volontés de ses principaux opposants. Le 11 avril prochain, date du premier tour du scrutin au Tchad. Seulement 6 candidats sur les 16 qui avaient déposé leur candidature seront en lice. La Cour suprême a invalidé 7 candidatures, puis 3 autres candidats, dont Saleh Kebzabo, ont annoncé leur retrait pour protester contre les violences visant l'opposition. Je rappelle que Déby a déjà fait 30 ans à la tête du Tchad. Et puis l'Italie, elle va imposer un isolement de 5 jours à toute personne arrivant sur son territoire en provenance d'un autre pays de l'Union européenne. Selon Radio France Internationale, qui cite des sources au ministère italien de la Santé, tout voyageur en provenance de l'Union européenne devra effectuer un test avant son départ, respecter une quarantaine de 5 jours, puis effectuer un nouveau test à l'issue de cette période. Une mesure qui est déjà en vigueur pour les pays hors Union européenne, Souleymane. Merci Anna Rocha, il est 12h27. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Rendez-vous dans une dizaine de minutes pour notre rubrique habituelle Point de vue. Aujourd'hui, nous discutons de la construction de nouveaux hôpitaux dans plusieurs régions du Sénégal. Quel impact cela aura-t-il sur l'offre et la qualité des services de santé? RFM Sport. Bonjour à vous, Youssouf Bodian. Bonjour Souleymane et bonjour à tous. On commence avec du football. Dernière journée des qualifications de la CAN 2021. Sénégal, Eswatini cet après-midi. Effectivement, les Lions, déjà qualifiés, assurés de terminer premier, devraient donc jouer avec une équipe remaniée. Après le Congo, Aliou Cissé a annoncé hier qu'il va reconduire le 3-5-2. Est-ce un système qui convient au Sénégal au vu du profil de nos joueurs? La réponse du technicien Victor Diagne, par ailleurs ancien international sénégalais. C'est tout à fait normal que l'entraîneur apporte quelque chose de nouveau. Soit c'est le système de jeu, soit ce sont les joueurs. Après maintenant, c'est dans l'utilisation. Quand on parle de système 4-3-3, 3-5-2, chaque système a son animation offensive et défensive. Maintenant, tout le monde sait que le 3-5-2, c'est un peu comme font les Hollandais. Après, maintenant, sur le plan international, c'est un système qui n'a pas beaucoup donné ses fruits dans les compétitions internationales, comme en équipe nationale ou en Champions League. Ensuite, l'autre aspect, c'est que je ne pense pas, à ma connaissance, qu'il y a un joueur parmi les sélectionnés qui jouent dans ce système dans leur club. Donc, ça peut être un handicap. Après, maintenant, comme je dis, c'est dans l'animation. Le reste, ce sera aux joueurs de s'adapter, bien sûr, à ce nouveau système.
Ensuite, l'autre X, c'est que quand on parle de système, il faut des mois, des semaines avant qu'il ne soit huilé. Maintenant, si le 4-3-3, comme on a l'habitude de jouer, n'était pas huilé, aller dans un système beaucoup plus compliqué, mais bon, après, c'est le choix d'un entraîneur. On respecte son choix, on peut ne pas être d'accord là-dessus, mais on le respecte quand même. L'ancien attaquant international sénégalais Victor Diagne, Sénégal Eswatini, match comptant pour la 6e et dernière journée des qualifications de la CAN. Un match prévu donc à 16h à suivre en direct sur la radio Futur Média. Les autres tickets pour le Cameroun se disputent cet après-midi. Dans le groupe I, celui du Sénégal, le ticket, donc le second, va se jouer entre les Djourtous qui accueillent les Diables Rouges à 16h. Le Congo, deuxième, avec 8 points, n'a besoin que d'un nul pour se qualifier. Mais en face, les Bissau-Guinéens sont confiants et déterminés à gagner pour se qualifier la 3e fois d'affilée. À Bissau, nous retrouvons notre correspondant Noah Mankali. Selon Bassirou Kandé, la responsabilité de la sélection nationale est de gagner le match en obtenant 3 points qui garantissent la qualification de la Guinée-Bissau pour la compétition des équipes de football en Afrique. Kandé s'exprimait en fin d'après-midi de ce lundi lors d'un point de presse pour prévisualiser le match contre le Congo dans l'un des hôtels de la capitale Bissau. Interrogé sur la possibilité que l'équipe nationale congolaise joue pour un match nul une fois fait match nul pour se qualifier, Kandé a garanti que l'objectif des Djourtous est d'essayer de marquer un but pour faire la joie aux Bissau-Guinéens. Le match entre les deux équipes qui comptera pour le groupe I se jouera au stade national 24 septembre à Bissau ce mardi. En cas de victoire, l'équipe nationale bissau-guinéenne va garantir pour la 3e fois consécutive la qualification pour la CAN puisqu'elle a participé aux 2 derniers tournois au Gabon et en Égypte. Présent à la conférence de presse, l'adjoint au capitaine de l'équipe nationale, le milieu défensif Pelé, a déclaré que le groupe se concentre sur l'option de la victoire. Ça sera une fierté de qualifier la Guinée-Bissau pour la plus grande compétition du football africain. On rappelle que lors des 3 dernières rencontres entre les deux équipes, le Congo-Brazzaville a toujours été meilleur face aux Djourtous. Nouamen Bissau. RFM. Guinée-Bissau, Congo à suivre donc à la même heure que le match Sénégal-Eswatini à 16h. Dans le groupe E, l'autre voisin, la Mauritanie, deuxième avec 6 points, va donc chercher son ticket en République centrafricaine. Les Fauves qui ont aussi une chance de qualification. Mais pour ce faire, les coéquipiers de Kondogbia doivent gagner et espérer une défaite du Burundi face au Maroc déjà qualifié. Dans le groupe F, le Cap-Vert se déplace au Mozambique à 19h. Les Requins Bleus, deuxième, ont 2 points de plus que le Rwanda qui défie le Cameroun, pays organisateur. Le Cap-Vert donc bien placé pour prendre le second ticket du groupe. Dans le groupe L, un nul peut suffire au Bénin qui se déplace en terre sierra-léonaise. Les écureuils, deuxième avec 7 points, auront en face des Lion Stars, troisième avec 4 points. Pour les motiver, le président sierra-léonais a promis une prime exceptionnelle de 10 millions de francs CFA par joueur en cas de qualification à la CAN. Dans ce groupe L, le Nigeria et l'autre équipe qualifiée. Et puis le 5e ticket qui va se disputer dans le groupe K, duel à distance entre l'Éthiopie, deuxième avec 9 points, qui reçoit la Côte d'Ivoire déjà qualifiée, et Madagascar, troisième, qui joue contre le Niger, les Baréas, qui ont donc 7 points. Et ils vont tenter donc de se qualifier pour la 2e fois d'affilée à une CAN. L'Algérie, déjà qualifiée, a largement battu hier le Botswana 5-0. C'est le 24e match d'affilée sans défaite pour les Fennecs, les champions d'Afrique en titre, qui égale donc un record d'invincibilité réalisé par l'Égypte au début des années 2000. En Europe, début de la 3e journée des qualifications à la Coupe du Monde Qatar 2022. Le Portugal de Cristiano Ronaldo, après la frustration du dernier match nul, se déplace au Luxembourg à 18h45. Belgique, Biélorussie à la même heure. Les Pays-Bas qui se déplacent à Gibraltar. Et puis Croatie, Malte à 18h45. Entre autres matchs donc prévus en la zone Europe. Merci Youssouf, il est 12h33. La presse de ce mardi 30 mars 2021, passée en revue par Georges Détié Diop.
Le drame Covid-19. L'Observateur décrit ce matin une terrible détresse des pères de famille licenciés du fait des effets de la pandémie. Licenciement pour raisons économiques. Ces pères de famille racontent les pires moments de leur vie. Et le moins que l'on puisse dire est que les témoignages sont glaçants. J'étais au bord de la dépression, lâche Thierno Ndiaye, alors que Adiniel So confie ne plus parvenir à effectuer ses dépenses intimes. Quant à Massayer Gomez, il dit être hébergé avec sa famille par son oncle. Pour Youssou Diop, faire bouillir la marmite est devenu un parcours du combattant. Un véritable drame social pour ces pères de famille qui, du jour au lendemain, se sont retrouvés sans emploi. L'emploi, justement, l'emploi des jeunes, l'éternel défi, affirme le journal Le Soleil, un large dossier sur la question dans le quotidien gouvernemental. Cela à la suite des récentes manifestations. Au Sénégal, 300 000 demandeurs d'emploi arrivent chaque année sur le marché du travail alors que l'offre ne dépasse guère 100 000. Un véritable défi à relever par le chef d'État qui a annoncé un programme d'urgence de 350 milliards de francs CFA pour l'emploi des jeunes sur la période 2021-2023. Ce n'est pas que le président Sall qui a fait face à la problématique de la création d'emplois. Le Témoin souligne que du président socialiste Abdou Diouf à ses successeurs libéraux, les politiques de création d'emplois ont été des échecs. Le journal parle même de naufrage collectif. L'actuel président, en tous les cas, pour ce qu'en sait Tribune, est assailli par une forte demande sociale. Le journal fait même état d'un maquis encerclé de tous les côtés. Selon le journal, le président Sall fait face aux pères de famille, aux chômeurs, aux pêcheurs, aux enseignants, aux travailleurs de la santé et des autres secteurs, mais également à la flambée des prix de plusieurs produits. De l'électricité donc dans l'air si l'on se fie à Tribune qui ajoute que le prix du ciment, les taxes portuaires qui connaissent une hausse. Tension sur le marché renchérit l'Observateur qui confirme que les prix des denrées et des matériaux de construction flambent. Et face à cette situation, le ministère du Commerce rassure. Le directeur du Commerce intérieur affirme dans le journal qu'ils n'accepteront aucun écart par rapport à l'application des prix. En Gambie, les acteurs de la pêche ont achevé leur mission à Sanyang après les récents événements qui y sont survenus. Selon Source A, le voyage supervisé par le Comité national du dialogue social a permis aux missionnaires de se renseigner davantage sur le profil de nos compatriotes vivant dans ce pays frontalier. Source A révèle à ce propos que la mission a entre autres découvert que les enfants des pêcheurs sénégalais ne sont inscrits ni à l'état civil du Sénégal ni à celui de la Gambie. Ce sont des apatrides. Un coup d'œil dans le journal Le Quotidien. L'imam Oumar Diène réagit à la sortie de l'imam ratib de la grande mosquée de Dakar. L'imam Oumar Diène, qui évoque un vieux contentieux entre lui et l'imam Moussa Sam, dit être contesté par seulement 2 ou 3 personnes en tant que coordinateur de la Commission nationale de concertation du croissant lunaire. Selon lui, la voix de Alun Moussa Sam ne dépasse pas la grande mosquée de Dakar et l'Association nationale des oulémas n'est pas une affaire de l'ébout. 2 religieux qui font l'objet des unes de journaux, Serigne Modou Kara et Serigne Fallou Dieng, le président du Cercle des intellectuels soufis. Dans Vox Populi, Serigne Modou Kara charge tous les acteurs après les violences de début mars. À son avis, ce qui s'est passé a choqué, ému et déçu beaucoup de monde et l'on doit tous avoir honte. Pendant ce temps, Serigne Fallou Dieng, dans un entretien accordé à Source A, dit ne pas croire un seul instant que le leader de Pastef a violé la masseuse Adji Sarr. Toutefois, il est convaincu qu'il s'est passé une escapade entre eux. Il confie aussi que des états-majors nantis et bien établis à Touba, de connivence avec des cercles Mbaké ont voulu pousser Macky Sall à bout pour ensuite installer un conseil de transition qui sera dirigé par Maître Madické Niang, peint comme un homme de consensus. Il n'y a pas eu consensus sur la tenue des élections locales. Un désaccord que relève le journal LAS. Mon confrère parle de germe d'une autre crise politique, une autre bombe donc à désamorcer quand on y ajoute les discours violents et haineux. Au sujet toujours de ce report des locales sans consensus, un report au forceps de la vie de Sud Quotidien qui pourrait impacter sur le vent de décrispation qui souffle actuellement dans le pays. Et si l'on en croit les Échos, le tour est joué. Et pour cause, le bureau de l'Assemblée nationale s'est réuni hier. Et il ressort de la rencontre que les mandats des élus seront prorogés vendredi lors d'une plénière. Une autre mesure, le remplacement de Issa Sall. Cette curiosité qui fait la une de Libération. Guy Marius Sagna, l'homme aux 3 libertés provisoires. Tous les dossiers sont au niveau du doyen des juges. L'activiste, selon mon confrère, a été placé en garde à vue plus de 30 fois. Sport pour terminer. L'attraction cet après-midi, le match
match Sénégal-Eswatini, match prévu à 16h au stade Lat Dior de Thiès. Réussir le coup tactique en 3-5-2, peut-on lire à la première page du journal Stade. À la une de Record, mon confrère s'exclame « Offrez-nous du jeu et des buts ». À vos kiosques et bonne lecture.